Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des lectures en cours. Ça fait environ un mois que je ne vous ai pas tourné d'épisode des lectures en cours et autant vous dire que les lectures en retard se sont pas mal accumulées. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai environ 40 mangas à vous présenter. Bien évidemment, je ne vais pas vous présenter ces 40 mangas dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais uniquement vous parler de mes 10 dernières lectures. Donc j'anticipe un petit peu les commentaires qui vont me demander si j'ai arrêté telle ou telle série, pourquoi je ne parle pas de la sortie de tel ou tel tome, quand est-ce que je vais en parler. Si je n'en parle pas dans cette vidéo et que je n'ai pas arrêté la série, j'en parlerai tout simplement dans peut-être le prochain épisode des lectures en cours, peut-être celui d'après, je ne le sais pas à l'avance, mais de toute manière quand j'arrête une série, je vous le dis, que ce soit en vidéo ou sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas encore une fois à me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez être tenu au courant de ce genre de choses. Je vais vous parler de mes 10 dernières lectures et comme d'habitude il y a un petit peu de tout, il y a du shoujo, du josei, du shonen et du seinen et pour ne pas changer je vais commencer avec les shoujo. Donc je vais commencer avec un titre qui est un shoujo même s'il n'a pas vraiment l'air d'être un shoujo. Il s'agit du 4e tome de Noble Paysan de Hiromu Arakawa publié chez Kurokawa. Il n'y a pas de date pour la sortie du tome 5 au Japon. Alors après il faut savoir que le rythme de parution de cette série est très lent, de l'ordre de un seul tome par an au Japon. Gros coup de cœur pour la couverture qui est clairement ma couverture préférée de la série. Je sais que c'est une série qui n'est pas hyper connue, alors en plus de la classer shoujo, ça peut porter à confusion alors qu'il s'agit plutôt d'une œuvre autobiographique de Hiromu Arakawa qui pour rappel est la mangaka à laquelle on doit des séries comme Full Metal Alchemist, Silver Spoon, The Heroic Legend of Arslan. Donc c'est une mangaka assez connue pour ses grosses séries mais beaucoup moins pour cette œuvre autobiographique dans laquelle elle nous parle bien tout simplement de sa famille et de son passé de paysanne. L'auteur va nous parler de sa passion qu'elle avait pour l'agriculture, pour l'élevage des vaches, etc. Mais d'une manière assez fun et on ne s'ennuie jamais. En fait c'est pas quelque chose qui va vraiment nous ennuyer ou nous plomber d'informations, même si l'auteur y glisse pas mal d'informations sur justement l'agriculture au Japon. Ça reste toujours assez léger et vraiment très plaisant à lire. Alors voilà, je sais que c'est une série qui n'est pas très connue, clairement Hiromu Arakawa, on ne la connaît pas pour ce titre là, mais je voulais quand même vous en parler encore une fois en vidéo, parce que pour moi ça vaut très clairement le détour. Alors après c'est un titre qui est un peu cher dans le sens où il est vendu au prix de 9,10 €. C'est vraiment une série qui est très fun et que je vous recommande de découvrir si jamais vous êtes passé complètement à côté. Je passe à présent à un shoujo qui en est réellement un. Il s'agit du 5e tome de Ugly Princess de Natsumi Aida publié chez Akata. Donc la série est terminée en 7 tomes et le 6e tome sortira en France le 13 avril. Alors avec le 4e tome de Ugly Princess, on avait la fin du premier arc, on va dire, de la série, de la première partie de la série, où l'héroïne se trouvait au collège et à partir du 5e tome, eh bien, on comprenait qu'elle arrivait au lycée. Qui dit nouvel environnement dit nouvelle tête et nouvelle fréquentation, même si l'héroïne continue de fréquenter ses anciennes amies dont elle a été un petit peu séparée entre temps. Mito va faire la rencontre de plusieurs nouveaux personnages, dont un personnage qui va être assez fun à découvrir. Donc je vais enlever le bandeau publicitaire pour que vous voyez bien la couverture, parce que les couvertures de cette série sont vraiment dingues et j'apprécie beaucoup que sur la 4e de couverture en fait on a le level auquel est monté Mito, tout simplement parce que c'est un personnage qui a beaucoup évolué depuis le premier tome, que ce soit physiquement parlant que psychologiquement parlant. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne niveau dessin. Encore une fois c'est un shoujo dans lequel il y a beaucoup d'humour. On a entre autres des nouveaux personnages qui vont énormément ressembler aux personnages du jeu vidéo auquel jouent justement Mito et ses amis. Donc autant vous dire, ça donne lieu à des scènes franchement drôles. C'est vraiment un très bon shoujo que je vous recommande absolument si vous ne le connaissez toujours pas. On passe à une lecture tout aussi fun, bien qu'un petit peu plus légère. Il s'agit du 5e tome de Takane et Anna de Yuki Ishiwazu et c'est publié chez Kaze dans leur collection shoujo. Donc le titre est toujours en cours au Japon avec déjà 6 tomes de parus et il ne me semble pas qu'il y ait de date pour la sortie du tome 6 en France. Une relation chien et chat qui est toujours aussi fun à suivre. Alors dans ce 5e tome, il va y avoir la période de Noël, si je ne dis pas de bêtises, mais ce qui est surtout très amusant
amusant, c'est l'arrivée d'une concurrente pour Anna. Le truc auquel elle ne s'attendait pas vraiment, c'est d'être jalouse d'une femme qui va côtoyer Takane et qu'il semble bien connaître et qu'en plus il ne repousse pas. C'est un personnage qui est, autant vous dire, haut en couleur, qui va vraiment donner lieu à des situations très très drôles. Le personnage féminin en question, le cousin de Takane qui lui ressemble trait pour trait et qui a envie d'être comme Takane une fois adulte. Donc un manga avec lequel on ne s'ennuie pas, on se prend vraiment des barres de rire. C'est une lecture très légère que je vous recommande quand justement vous cherchez des shoujo pas prise de tête. Il n'y a pas que des shoujo dans cette vidéo, mais comme vous l'aurez remarqué, il y en a tout de même pas mal. Donc là je vais vous parler du 11e tome de Daytime Shooting Star de Mika Yamamori et c'est publié chez Kana. Donc la série est terminée en 12 tomes, bien qu'il y ait 13 tomes qui vont sortir en France. Donc en fait, le tome 12 sortira le 3 mars, le tome 13 le 19 mai. Après, il faut savoir que le tome 13 est un tome hors série et que l'histoire se conclura dans le prochain tome. Et autant vous dire, c'est une série qui va me manquer atrocement parce que Daytime Shooting Star, c'est un gros coup de cœur depuis la lecture du premier tome. Comment vous dire que Shishio, il sort les rames pour essayer de récupérer Suzume, mais il se rend compte que c'est peut-être trop tard, parce qu'à force de l'avoir repoussé, de lui avoir fait comprendre que non, leur relation est complètement incompatible et pas du tout réalisable, eh bien Suzume, elle s'est pas mal rapprochée du rival de Shishio, donc de Mamura, avec lequel elle sort depuis déjà un petit moment, et elle essaie de s'accrocher à cette relation. Mais au moment où elle s'y accroche, où elle commence à y croire, où elle commence enfin à se dire bon, je vais vraiment développer des sentiments amoureux pour Mamura et complètement oublier Shishio, eh bien qu'est-ce qu'il fait? Eh bien Shishio se retrouve encore à lui faire face, à lui dire qu'il ne lâchera pas l'affaire. Et ça crée un petit peu la discorde dans la tête de notre héroïne parce que elle est complètement paumée et ça se ressent vraiment dans ce 11e tome. D'un côté, elle s'accroche à Mamura, mais elle a l'air de s'accrocher à quelque chose qui n'est pas vraiment de l'amour. Elle essaye de s'en convaincre, elle essaye de faire en sorte que ça fonctionne, de repousser gentiment Shishio dans son coin. Et lui, il redouble au contraire d'efforts pour essayer vraiment de rattraper le coup. Et Mamura, eh bien, au milieu de tout ça, il se rend compte bien que Suzume, elle a des sentiments pour Shishio, voilà, Team Shishio jusqu'au bout, même si le gars se comporte vraiment n'importe comment, Team Shishio quand même. C'est hyper touchant parce qu'on sent que l'héroïne est tiraillée dans un triangle amoureux. Alors oui, je sais, triangle amoureux, il y en a qui vont me dire, ouais, ça n'a rien d'original, mais ça vous prend tellement aux tripes, on est tellement touché. Personnellement, j'avais versé ma petite larme avec le tome précédent parce qu'on avait une déclaration à la fin du tome précédent qui vous laissait complètement sur votre faim. Et là, à la fin de ce tome, eh bien, l'héroïne est complètement bouffée par l'hésitation, à savoir, est-ce qu'elle va choisir la raison, c'est-à-dire Mamura, qu'il aime depuis le début et qui est un garçon bien, de son âge, qui fait vraiment les choses tout bien comme il faut, ou est-ce qu'elle va choisir le cœur et choisir Shishio, qui a une différence d'âge avec elle, qui est son prof, et qui en plus, ben voilà, pendant un temps, le gars ne savait pas trop ce qu'il voulait. C'est une série avec beaucoup d'émotions, dans laquelle il y a un certain suspense, parce que finalement, on ne sait, même si bon, je pense quand même qu'elle va choisir Shishio à la fin, je l'espère, mais jusqu'au bout, en fait, on n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'héroïne, qu'est-ce qu'elle a envie de choisir. Il y a quand même pas mal d'humour, hein. On dirait pas, je dis ça prend des tournures un peu dramatiques là, mais il y a quand même pas mal d'humour. C'est un shoujo que je recommande vraiment absolument si vous ne le connaissez toujours pas, que vous êtes fan des histoires d'amour un petit peu torturées, dans laquelle il y a une héroïne qui ne sait vraiment pas où donner de la tête. Et on ne peut pas vraiment détester ou Mamura ou Shishio. On peut dire, bon, je préfère lui ou lui, Team Shishio, comme je l'ai dit. On peut pas dire que Mamura, ça soit un mauvais garçon, bien au contraire. Enfin, les deux sont de bons partis. Et c'est ça qui est très compliqué pour notre héroïne. Donc voilà, un très très bon tome. Et j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se conclure. Même si, comme je l'ai dit, la série va sincèrement me manquer. J'en ai terminé avec les shoujo. Je passe à présent au seul josei de cette vidéo. Il s'agit du 3e tome de Perfect World de Rie Haruga. C'est publié chez Akata. Donc la série est toujours en cours au Japon. Avec déjà 5 tomes de parus. Et le 4e tome sortira en France le 13 avril. Alors je tenais à faire une petite parenthèse avant de vous parler de ce tome au sujet du bandeau publicitaire qui nous dit que pour chaque exemplaire vendu, 5% du prix est reversé à Handicap International. Et ça, je trouve que c'est vraiment une très très belle initiative de la part des éditions Akata. Donc ce petit bandeau publicitaire que vous voyez ici. Moi, je vais enlever le bandeau publicitaire pour mieux vous montrer la jaquette qui est vraiment très très belle. Et ce 3e tome, le 1er tome et le 2nd tome,
mettez la barre très haut au niveau de l'émotion et au niveau du développement de l'histoire. Mais alors ce troisième tome, l'histoire est très dure pour nos deux protagonistes. Donc on est encore une fois sur une histoire d'une personne handicapée avec une personne valide. Et déjà, dans le tome 2, il se passait quelque chose qui fait que la relation est un petit peu en danger. Et dans ce troisième tome, eh bien, la famille de notre héroïne se met complètement au milieu de son chemin et lui dit non, cette relation tu l'arrêtes là, c'est trop dangereux pour toi, ce mec il ne peut pas t'aider concrètement, voilà, il va avoir en gros un accident dans le tome 2 et lui, eh bien, il reste impuissant puisqu'il est dans son fauteuil roulant, il ne peut pas l'aider. Et le gars qui va toujours venir l'aider, c'est le gars qui est sincèrement amoureux de Tsumugi. Et en fait, ce gars, eh bien, il va être toujours là pour elle et elle a conscience de complètement abuser de ses sentiments pour elle et en fait de l'exploiter. C'est-à-dire que le gars est toujours là pour rendre service, pour arriver en plein milieu de la nuit, pour l'accompagner à tel ou tel endroit. Il est toujours là. Et là, on n'est pas sur un... D'ailleurs, ce manga n'est pas vraiment un triangle amoureux, mais plutôt un carré amoureux, puisqu'en fait, la personne qui vit avec Ayukawa est une femme, voilà, qui s'occupe un petit peu genre aide à domicile, mais elle a développé des sentiments amoureux pour lui. Donc autant vous dire qu'elle se retrouve dans la même situation que le meilleur pote que notre héroïne. Les deux sont amoureux des deux et dans les deux cas c'est à sens unique et à la fin de ce tome 3 ça se conclut mal. Ça se conclut mal et ça donne juste envie de voir qu'est-ce qu'il va se passer dans le tome 4. Et on a toujours des petites scènes où on se rend compte que la maladie de Ayukawa eh bien, ne cesse de le ronger et sa petite amie n'est pas vraiment prête à y faire face. Je pense de toute manière que c'est très difficile d'être prêt à faire face à ce genre de choses. Et il va se passer d'autres choses tristes dans sa vie à elle. Donc voilà ce que ça donne au niveau des dessins. Un tome très riche en émotions. C'est pas non plus hyper larmoyant tout le temps. On a une histoire qui est vraiment très touchante. On a, comme je l'ai dit, un quatuor amoureux et c'est franchement une très bonne lecture que je ne saurais trop vous recommander si vous ne connaissez toujours pas cette très bonne série. Je passe à présent à la catégorie shonen de cette vidéo et je vais commencer avec le tome 23 de Blood Butler de Yanato Bosso publié chez Kana. Donc la série est toujours en cours au Japon avec 24 tomes de parus et il ne me semble pas qu'on ait la date pour la sortie du tome 24 en France. On a le début d'un nouvel arc et quel nouvel arc! On a notamment l'arrivée de ce nouveau personnage haut en couleur et surtout hyper mystérieux. Donc un nouvel arc où il va y avoir encore une fois beaucoup de meurtres dès le départ et Ciel va bien évidemment enquêter pour comprendre eh bien tout simplement qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a autant de morts et pourquoi ça va inclure, alors elle ne va pas mourir mais elle va être mêlée à tout ça, et bien sa fiancée donc Lise. Et quand on touche à Lise, eh bien autant vous dire que Ciel ne répond plus de rien. Il y a un petit peu d'humour dans ce tome, pas tant que cela. Voilà. Black Butler, c'est une série qui était assez légère au départ et depuis quelques arcs déjà on est face à une série beaucoup plus sombre où justement il y a pas mal de meurtres et beaucoup de personnages mystérieux, tout ça. Et on se rend compte que Sébastien, il enquête un peu de son côté et Ciel enquête de son côté à lui puisqu'en fait ils ne peuvent pas être réunis dans ce même lieu, le music-hall. Voilà, ça va être l'arc du musical. Donc j'ai adoré ce 23e tome. On est sur des arcs qui sont vraiment très différents les uns des autres, mais toujours aussi sombres et toujours aussi passionnants à suivre. Donc vraiment une série que je vous recommande si jamais vous l'avez mis en pause, si vous l'avez pas encore commencé. Vraiment c'est une très bonne série et malheureusement maintenant le rythme de parution va devenir assez lent. Je passe à présent au tome 19 de Seven Deadly Sins de Nakaba Suzuki, publié chez Pika dans leur collection Shonen. Donc la série est toujours en cours au Japon avec déjà 24 tomes de parus et le tome 20 sortira en France le 5 avril. Je suis très fan de l'arc en cours dans Seven Deadly Sins qui est l'arc des Ten Commandments et dans ce tome 19, si je ne devais retenir qu'une seule chose, c'est l'arrivée d'un nouveau membre des Seven Deadly Sins, donc la révélation de qui est ce nouveau membre. Et quel membre, j'ai envie de vous dire, ce mec a des pouvoirs complètement cheatés, il n'a l'air de rien au début du tome, il a l'air même complètement ridicule et en fait il a une force. Alors je vais essayer de ne pas vous montrer de planche sur laquelle on voit justement le nouveau membre qui est révélé des Seven Deadly Sins parce que là pour le coup ça serait un assez gros spoil. J'ai beaucoup aimé ce tome, il y a de l'émotion, il y a énormément d'action, des combats avec beaucoup de magie. Une dernière petite illustration, c'est un shonen fantastique que je ne saurais trop vous recommander si jamais vous ne le connaissez toujours pas.
au cas où il y a un anime, mais vraiment la version papier vaut le détour. Dernier shonen de cette vidéo, car oui, il s'agit bien d'un shonen, je vais vous parler du 6e tome de Remember de Wellsard et Katsuto Shimurase, c'est publié chez Kiyun dans leur collection Seinen. Donc la série est toujours en cours au Japon avec déjà 12 tomes de parus et le tome 7 sortira en France le 13 avril. C'est vraiment une série qui ne me déçoit pas et pourtant on est sur du survival game qui n'est pas hyper original mais qui a ce côté très prenant avec beaucoup de mystères et vraiment l'auteur arrive à justement ménager son mystère de tome en tome. On a quelques petites avancées dans l'histoire, quelques petites révélations, mais on a toujours ce lot de sombre, de mystères et de questionnements qui restent pour l'instant sans réponse. On va se concentrer beaucoup sur le personnage dont j'ai complètement zappé le nom, Kenji. Il est un petit peu possédé depuis déjà un petit moment, mais là dans ce tome 6, il a décidé de commencer à lutter, ce qui est pas mal, parce qu'à force de tuer ses camarades, il va commencer à se dire, bon, et si je luttais contre le fantôme qui prend possession de mon corps? On pense avoir trouvé la dernière pièce du puzzle, c'est-à-dire la tête du corps à recomposer. Il trouve très facilement, à mon sens, où se situe la tête donc du cadavre qu'ils doivent reconstituer. Je ne sais plus si c'est confirmé ou pas, mais oui, il me semble que c'est confirmé. Le truc, c'est que la rouge sang, à cause justement du fait qu'ils aient trouvé où se situe la tête, elle va agir de manière assez incontrôlable. C'est-à-dire que jusque-là, elle répondait à certaines règles, elle avait sa comptine, et à la fin de la comptine, eh bien, elle assassinait de manière atroce la victime qu'elle avait entre ses bras. Et en fait, il va se passer quelque chose, ils vont faire une certaine action qui va la rendre complètement dingue. Et on se rend compte qu'on touche plus ou moins au but, parce que le personnage en lui-même pète un câble. Et j'ai adoré parce que ça la rend complètement imprévisible et on ne sait pas de quoi elle est capable. Ça rend l'histoire encore un peu plus compliquée et la fin de plus en plus incertaine. Un très très bon survival game, je n'en conseille pas beaucoup sur ma chaîne, vous l'aurez remarqué, mais celui-ci est particulièrement efficace. Je conclus cette vidéo en vous parlant de mes 2 lectures seinen et je vais commencer avec le 3e tome de la série Le mari de mon frère de Gengoro Tagame, c'est publié chez Akata. Donc on a appris récemment que la série se conclurait avec son 4e tome et il n'y a pas de date pour la sortie du tome 4 au Japon, du coup pas de date pour la sortie française, vous vous en doutez un petit peu. Ça m'attriste un petit peu que la série se conclue aussi vite, donc c'est une bonne chose dans un sens puisqu'on sait qu'au moins elle ne va pas s'éterniser en longueur pour rien. Mais 4 tomes, je trouve ça un peu court, je me suis franchement trop attachée au personnage de cette série. Donc dans ce 3e tome, on se rend compte combien le personnage de Yaichi a évolué depuis le 1er tome. Il avait certains préjugés au sujet de Mike et au sujet plus globalement des homosexuels au début de la série et il se rend compte que il a pas mal changé en fait, que ses a priori ont complètement disparu, que ses craintes ont disparu. On va notamment retrouver un de ses amis d'enfance, qui en fait était un de ses amis, un des amis de son frère qui est décédé, qu'il va trouver un petit peu bizarre, et cet ami-là, voilà, cache un lourd secret. Je n'en dis pas plus. Il y a beaucoup de questionnements, voilà, et de réponses peut-être qui peuvent être apportées également au sujet de préjugés qui peuvent être encore d'actualité en 2017 au sujet de la communauté homosexuelle. Bien sûr du tranche de vie après, donc il se passe pas des choses de dingue, il n'y a pas de l'action, des révélations de fou, des pages couleurs qui sont franchement belles. Et on a l'interrogation de Yaichi qui se demande et si Kana, donc sa fille, lui annonçait un jour qu'elle était lesbienne, comment est-ce qu'il le prendrait? Est-ce qu'à présent il est assez mûri finalement pour le prendre bien ou pas encore? Je tenais à faire une parenthèse à ce sujet parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que ce manga était simplement de la propagande LGBT. Et non, clairement pas, parce que même si on a quelques petites clés de lecture, c'est pas vraiment des clés de lecture, mais on a toujours des passages comme ça entre les chapitres où en fait il va y avoir un petit point, on va dire historique au sujet de la communauté homosexuelle. J'ai pas du tout l'impression qu'il s'agisse d'un manga qui prône l'homosexualité ou la bisexualité ou ce genre de choses. Je ne le vois pas du tout comme de la propagande LGBT. Je ne pense pas qu'ils aient besoin de propagande à travers des mangas et je ne pense pas du tout que ce soit le but de l'auteur, mais plutôt voilà, de nous dépeindre une famille pas comme les autres, parce que ça existe, une famille différente avec des relations différentes que des relations simplement hétérosexuelles, et pour montrer qu'il n'y a rien de dérangeant à cela, de malsain à cela. Donc voilà, pour moi c'était une très bonne lecture que je recommande
à tout âge de découvrir, et vraiment une très très bonne série, et voilà, j'ai hâte de voir comment l'auteur va la conclure avec son 4e tome. Et dernière lecture que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, il s'agit du 7e tome de Last Hero Inuyashiki de Hiro Yaoku, et c'est publié chez Kiun dans leur collection Seinen. Il a été annoncé que la série serait terminée en 10 tomes. Les 10 tomes ne sont pas encore sortis au Japon et on n'a pas la date pour la sortie du tome 8 en France, bien que lui soit sorti au Japon. Ce 7e tome de Last Hero Inuyashiki, il envoie du lourd. Il y a un affrontement entre le héros et l'anti-héros, donc l'anti-héros c'est Hiro, qui a décidé de s'en prendre à Tokyo et de décimer sa population, puisqu'en fait il comprend qu'il est devenu de toute manière l'ennemi public numéro 1, et tant qu'à faire, il va se venger d'absolument tout le monde au pifomètre, c'est-à-dire qu'il va tuer vraiment les gens de vue, il les tire comme des pigeons complètement au pif. Et en fait, monsieur Inuyashiki se rend compte de cela. Au début, il n'arrive pas du tout à y faire face, il n'arrive pas du tout à arrêter Hiro dans sa folie meurtrière. Et le truc, c'est que la famille de monsieur Inuyashiki, qu'il avait complètement... Voilà, lui il tenait beaucoup à sa famille, mais sa famille ne tenait absolument pas à lui. Et là, il y a sa fille qui va lui demander à l'aide. Et malheureusement, pour l'instant, Inuyashiki est dans l'impossibilité physique de pouvoir l'aider. Au niveau des dessins, il faut que je vous montre quand même plusieurs planches parce que c'est un truc de dingue. Encore une fois, si vous ne le savez pas, il s'agit de l'auteur de Gantz, vraiment sublime. Je vous montre notamment une planche où monsieur Inuyashiki justement survole la ville et se rend compte, voilà, du massacre en cours de Hiro. Je vous montre un peu plus de planches que pour les autres mangas, mais celui-là vaut vraiment le détour. Si vous ne connaissez toujours pas cette petite pépite manga, foncez sans hésiter. Cet épisode des lectures en cours est à présent terminé et j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains des titres que j'ai présentés dans cette vidéo, votre avis à leur sujet. N'hésitez pas non plus à me dire si parmi tous les titres que je vous ai présentés, il y a des séries qui vous donnent envie ou peut-être absolument pas, et dites-moi également ce que vous avez lu dernièrement. Sur ce, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!